Cap Emploi, partenaire de votre réussite professionnelle. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre podcast consacré à la mobilité professionnelle en Europe. À l'occasion de la SEPH, la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, qui débute aujourd'hui, nous allons parler d'un réseau encore peu connu, EURES. Exactement. EURES, c'est le réseau européen des services publics de l'emploi. Son objectif ? Aider les personnes à travailler dans un autre pays d'Europe et accompagner les employeurs qui souhaitent recruter au-delà de leurs frontières. Mais concrètement, comment ça fonctionne et surtout, qui peut en bénéficier ? EURES regroupe les 27 pays de l'Union européenne. Et dans chaque pays, il existe au moins un conseiller EURES au sein des services publics de l'emploi. Côté bénéficiaire, toute personne, qu'elle soit en emploi ou en recherche d'emploi, peut entamer une démarche de mobilité européenne à l'aide de son conseiller EURES. Et pour savoir à qui s'adresser, comment fait-on ? Alors c'est simple, il suffit d'aller sur la plateforme EURES, rubrique Service EURES, puis de cliquer sur Recherche de conseiller EURES. Là-dessus, vous y trouverez la liste des coordonnées des conseillers proches de chez vous. En France, les conseillers EURES ont en plus une expertise spécifique sur le handicap. Il faut donc se rapprocher d'un conseiller EURES KEOPS, plus connu sous le nom de Cap Emploi, pour être accompagné si vous êtes en situation de handicap. Petite précision, sur le site EURES, les conseillers sont enregistrés sous le nom de KEOPS et non Cap Emploi. Voilà la petite distinction. Très bien. Dans cet épisode, nous allons justement parler de plusieurs sujets. La reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés, l'ergonomie au travail et ses bénéfices, mais aussi découvrir les témoignages d'employeurs engagés comme Cèdre, Weber et Safran, qui ont accepté de partager leur expérience avec nous. Oui, c'est bien ça. Tout au long du podcast, vous entendrez plusieurs intervenants qui ont œuvré pour vous présenter les systèmes français et allemands. Nous vous remercions du coup chaleureusement Odile, Ina, Mohamed, Naomi, Floriane et Farida, des Cap Emploi 52, 68, 67, 59 et 95. Nous remercions également nos invités, Dalia Choukroun de l'entreprise Weber et l'équipe RH et diversité chez Safran, dont Michael Batrancourt, Virginie Mass et Laura Ponty. Pour finir, Monsieur Tony Montfort de Cèdre à Argenteuil. Alors, que vous soyez en recherche d'emploi, tenté par une expérience à l'étranger ou simplement curieux de comprendre comment fonctionne la mobilité européenne. Restez avec nous, on vous explique tout sur le réseau EURES. Pour obtenir le statut de travailleur handicapé en France ? Il faut d'abord résider en France. Ensuite, il faut déposer une demande auprès de la MDPH, accompagnée d'un certificat médical et d'un dossier complet. Et pour quelle raison dois-je engager une démarche RQTH ? Cela permet de faire valoir des besoins spécifiques pour accéder à l'emploi, comme des aménagements de poste, des accès à des formations adaptées, la facilitation à l'embauche dans certains postes du secteur public. Si besoin d'une réorientation professionnelle, il est possible d'un accompagnement par un expert handicap Cap Emploi, membre du réseau français pour l'emploi. Nous sommes spécialisés dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap dans leur parcours vers l'emploi, en prenant en compte des contraintes médicales et en veillant au maintien dans l'emploi. Notre rôle consiste à guider les demandeurs d'emploi dans la construction et la réalisation de leurs projets professionnels, à assister les entreprises dans leur processus de recrutement et à mettre en place des aménagements nécessaires sur le lieu du travail. Bonjour à tous. Ina, nous sommes toutes les deux conseillères à EURES, à Cap Emploi, dans la région Grand Est en France. Tu es, pour ta part, conseillère au Cap Emploi en Alsace. Tu as interagi donc régulièrement avec l'Allemagne dans le cadre de l'emploi transfrontalier. Peux-tu nous en dire un peu plus à ce sujet ? Existe-t-il une structure en Allemagne qui reconnaît le handicap ? Oui, c'est le Bureau social régional Landesamt für Soziales qui statue sur la reconnaissance du handicap. Comment procéder pour obtenir le statut travailleur handicapé en Allemagne ?
Alors, il faut soit résider, soit travailler en Allemagne et avoir une déficience plus de 6 mois. Ensuite, il faut déposer une demande auprès du bureau social régional, accompagnée de diagnostics et rapports médicaux. Après évaluation, le bureau délivre une carte d'invalidité, le Schwerbehindertenausweis, indiquant le type de handicap, le degré de handicap de 20 à 100 et les signes distinctifs comme le besoin d'accompagnement ou de mobilité réduite. Merci. Et pour quelles raisons engager une démarche RQTH en Allemagne? Cela permet de faire valoir des besoins spécifiques comme la protection contre le licenciement au-delà de 6 mois d'ancienneté, 5 jours de congés supplémentaires pour les personnes ayant une invalidité supérieure à 50, le refus d'heures supplémentaires autorisées, l'adaptation de poste au niveau des horaires ou de l'environnement de travail, ainsi qu'une exonération fiscale. Il est également possible de bénéficier de services techniques d'intégration, incluant un accompagnement personnalisé, un soutien aux employeurs et des aides financières. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec Madame Younes, ergonome et chargée de mission maintien dans l'emploi au sein de Cap Emploi 95. Tout d'abord, merci Fidèle d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Dans un premier temps, je te laisse te présenter en quelques mots. Ok, je suis ergonome et ergothérapeute et aujourd'hui je suis chargée de mission maintien dans l'emploi. Mon parcours m'a toujours amené à croiser les questions de santé, de travail et d'inclusion. Mon rôle, c'est d'aider les personnes à pouvoir exercer leur activité dans des bonnes conditions, quelles que soient leurs capacités, et d'accompagner les entreprises à construire des environnements de travail plus durables et inclusifs. Pour vous, qu'est-ce que c'est l'ergonomie concrètement? L'ergonomie, c'est l'adaptation de postes de travail aux caractéristiques de la personne pour permettre d'assurer sa santé et sa sécurité et sa performance. Donc, il s'agit d'analyser la manière d'une personne réalise cette tâche. D'accord. Observer ses postures, les outils qu'elle utilise, les contraintes de son environnement, ou encore l'organisation de son travail. À partir de cette observation, on identifie ses difficultés et on doit mettre un projet d'amélioration pour optimiser à la fois son confort, son sécurité et bien sûr sa performance au travail. Pouvez-vous nous donner un exemple? Oui. Par exemple, pour un poste qui est administratif, on peut agir sur la configuration du poste de travail, soit la hauteur du bureau, soit le choix du siège, soit l'aménagement de poste de travail, des matériels aussi ergonomiques comme le clavier et le souris, mais ça s'arrête pas sur les matériels. Il y aura aussi, par exemple, on pourra voir les tâches, comment elle organise ses tâches de travail, quels sont ses horaires de travail. D'accord. Ils peuvent avoir des besoins des autres d'aménagement des horaires de travail ou bien même des télétravails. Ça dépend. Et l'objectif au final? C'est de permettre à chacun de travailler dans des conditions qui préservent sa santé, tout en favorisant son efficacité et son engagement professionnel. Ok. Pourriez-vous nous dire quelle est l'importance pour les personnes en situation de handicap? L'ergonomie en général, elle permet d'adapter le travail aux besoins spécifiques de chaque collaborateur. Donc, lorsqu'une personne est en situation de handicap, cela ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas exercer ces missions, mais qu'il est parfois nécessaire d'aménager l'environnement professionnel, que ce soit sur le poste ou bien on retourne sur l'organisation de travail. Par exemple, s'il y a une personne qui ne peut pas taper sur un clavier tout le temps, il peut avoir des logiciels de reconnaissance vocale. Donc, on peut dire qu'elle peut aider les personnes en situation de handicap car l'ergonomie consiste à une approche centrée sur les contraintes, mais aussi à une approche centrée aussi sur les solutions. On pense tout le temps comment rendre ce travail possible pour ces personnes. D'accord. Et aujourd'hui, quel conseil vous donnerez à une personne en recherche d'emploi avec un besoin d'aménagement de poste spécifique?
Surtout, il ne faut pas hésiter à parler de ses besoins, quel que soit le type d'aménagement, à son conseiller d'emploi d'insertion professionnelle. Ok. Mais aussi, il faut rechercher de anticiper ses besoins des outils. Quel outil il a besoin, de réfléchir à l'organisation de son travail pour mieux créer l'environnement de travail dans une entreprise. Et quels conseils vous pouvez donner aujourd'hui à un salarié ou à un auto-entrepreneur dans ce contexte? Surtout pas, il ne faut pas attendre que la situation se dégrade. D'accord. Dès les premiers signes, il faut soit parler à son hiérarchie, soit parler à son médecin de travail, soit à un conseiller maintien dans l'emploi. Et l'essentiel, c'est de ne pas rester seul en difficulté, mais c'est de demander l'aide, car au début d'une difficulté, on pourra avoir plusieurs types d'aménagements. D'accord. Et comment on peut adapter un poste de travail? Ça commence toujours par une observation. D'accord. Okay. On regarde les gestes, le posture, les contraintes de l'activité. L'idée, c'est de comprendre le contexte et les besoins spécifiques de la personne pour qu'on puisse proposer des ajustements. D'accord. Souvent, quand on dit adaptation de poste de travail, on pense à clavier ergonomique, chaise ergonomique. Mais ce n'est pas seulement ça. Il y aura plusieurs types de sièges. Par exemple, une personne pourra avoir besoin d'un siège assis debout. Une autre, elle aura besoin d'un repose-pied. Une autre, elle a besoin d'un... Il y a beaucoup de matériel ergonomique et chacune est, selon la difficulté de la personne, on peut adapter. D'accord. Et ça ne s'arrête pas sur l'adaptation technique. Il y aura des logiciels qui peuvent faciliter, il y aura des aménagements de l'environnement, des aménagements de toute la poste de travail, de la lieu de travail, des aménagements des horaires de travail. Par exemple, il y a des personnes qui auront besoin plus de pauses que d'autres personnes, des environnements isolés, d'autres ils ont besoin des environnements un peu plus avec des gens. Ça dépend aux besoins que ce soit le salarié ou demandeur d'emploi ou quelqu'un qui travaille. Même aussi, il pourra avoir des sensibilisations de l'équipe. C'est aussi un type des aménagements. Il y aura des accompagnements individualisés des accompagnements individualisés selon les difficultés de la personne, selon le type. Très bien. Et pour l'entreprise, quels sont les bénéfices? Adapter les postes de travail, c'est gagnant pour tout le monde. Oui. D'abord, ça réduit l'arrêt maladie, l'absentéisme, on peut parler de tout ça. Parce que quand le salarié travaille sans douleur ni fatigue, il va travailler mieux. En plus, elle augmente la productivité, la qualité de travail, mais aussi elles peuvent aussi donner un impact sur le climat social. Ça renforce la confiance, réduit le turnover, attire aussi des profils variés et diversifiés à l'entreprise. Et elle donne une image de l'entreprise. Montrer qu'on est investi dans le bien-être et l'inclusion, c'est aussi un signe de responsabilité et d'innovation. Donc, ce n'est pas une dépense, c'est vraiment un investissement. Oui, c'est ça. Ok. Durant votre carrière, est-ce que vous avez un exemple concret d'une adaptation réussie? Oui, il y a beaucoup d'exemples. Mais celle qui m'a touchée le plus, c'était pour un salarié atteint des troubles de schizophrénie. Il travaillait dans un poste informatique, il reconnaît des difficultés de concentration et vivait beaucoup de stress pendant les périodes de forte charge ou bien aussi face à des changements. D'accord. Il avait beaucoup de difficultés face aux changements. Donc, le premier aménagement était organisationnel, était
il y aura pas de notifications sur son PC pour ne pas avoir des tâches distraites. Il a travaillé dans des endroits, des jours il travaille dans des endroits isolés, dans des cabines. Oui. Et son planning était donné en avance. Il n'y aura pas des plannings soudains qui proviennent. Mais aussi, on a aménagé, il avait 2 grands écrans, il avait des logiciels qui clarifient les notifications, des logiciels qui organisent ses tâches de travail. Et aussi, on a fait une sensibilisation à l'équipe, comment accompagner une personne en situation d'handicap psychique. Et comme ça, il a pu regarder son poste de travail. Très bien. C'est une belle expérience. Ok, pour finir, un message pour encourager l'inclusion. Quel est votre message? Pour moi, je dirais tout le temps que ce n'est pas l'handicap qui empêche la personne de travailler, mais c'est le manque d'adaptation. Donc, l'handicap ou bien le frein, c'est à l'extérieur et pas à l'intérieur de la personne. Et je dirais aussi que l'inclusion, ce n'est pas donner la même chose à tout le monde, mais c'est donner les bons outils à la personne qui ont besoin de ces outils-là. Très bien. Parfait. Je vous remercie pour ce moment, pour cet échange vraiment très constructif, pour aussi pour tes réponses et pour le temps que tu nous as consacré et la qualité de nos échanges. Merci, merci et bonne continuation. Concernant les besoins d'aménagement de poste, existe-t-il un service spécialisé en ergonomie? Oui, il s'agit du service de conseil technique de l'Agence fédérale pour l'emploi, qui est un service spécialisé proposant des conseils techniques ergonomiques et liés au poste de travail. Il soutient les employeurs et les salariés afin que les personnes ayant des limitations de santé puissent continuer à travailler ou reprendre une activité professionnelle. Et quelles sont ses missions? Alors, les missions du service de conseil technique sont l'analyse de poste de travail par une évaluation de l'adaptabilité ou de la pertinence du poste actuel, la détermination des aides techniques ou ergonomiques nécessaires, par exemple un bureau réglable en hauteur, une chaise spéciale, un lecteur d'écran, un logiciel de reconnaissance vocale, des conseils techniques et propositions d'aide, comme des suggestions d'aide technique, d'équipement ou de modification du poste, et des conseils sur l'accessibilité. Il y a aussi une mission au niveau des possibilités de financement, donc par la coopération avec d'autres organismes de prestations, comme des assurances retraite, assurances accident, services d'aide sociale, des aides pour les questions de financement et les demandes de subventions, et des fournitures d'avis nécessaires aux décisions de financement. Il y a aussi une collaboration avec les entreprises par un soutien aux employeurs pour l'intégration et l'emploi de personnes en situation de handicap, ainsi que des conseils aux responsables et aux collègues. Et peux-tu donner un exemple d'adaptation réussie dans le cadre d'un poste de travail? Oui, alors, par exemple, un employé de bureau qui souffre de fortes douleurs dorsales lorsqu'il reste assis trop longtemps en raison d'une pathologie de la colonne vertébrale, après une évaluation du poste, le service de conseil technique recommande alors un bureau réglable électriquement en hauteur, une chaise de bureau ergonomique avec soutien lombaire, un support d'écran pour ajuster la hauteur de l'écran. Donc, les résultats pour l'employé, il peut désormais alterner ses positions assises et debout, il travaille sans douleur et il est moins souvent absent pour cause de maladie. Aujourd'hui, nous recevons Dalia Choukroun, qui est manager RH pour l'ouest du secteur pour l'entreprise Weber. Donc, merci Dalia d'être présente avec nous aujourd'hui et d'avoir accepté de répondre à nos quelques questions.
Merci à vous, Floriane. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement votre structure, dans quel secteur vous intervenez, quelle est votre taille et où vous êtes implanté? Bien, Weber Stephen France est la filiale française en tête du groupe américain Weber, qui est le pionnier et le leader mondial dans l'univers du barbecue et de la cuisine extérieure. Nous proposons en fait une large gamme de barbecues à charbon, à gaz et électrique, ainsi que des planchas, des accessoires et même des produits d'entretien. D'accord. Et nous avons récemment fusionné avec l'entreprise Blackstone, qui est un autre acteur majeur du secteur, en sorte que maintenant le groupe s'appelle Weber Blackstone. Nous sommes présents dans plusieurs pays d'Amérique, de la région IMIA et également de la région Asie-Pacifique. Notre siège social français, lui, est situé à Éragny, près de Paris, et nous comptons actuellement un peu moins de 50 employés en France, contre quelques milliers à l'échelle internationale. Alors en France, nos salariés sont essentiellement répartis entre les services commerciaux, marketing, services clients, logistique et également d'autres fonctions support. Et bien entendu, nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires distributeurs à travers tous les pays essentiellement d'Europe, ainsi qu'avec nos collègues internes et externes, aussi bien en Europe qu'à l'échelle internationale. Et du coup, pour rebondir, quel type de profil vous êtes amené à recruter le plus souvent, notamment pour la France par exemple? Alors, nos fonctions principales sont organisées autour de 3 gros pôles, on va dire. On a d'abord un gros département vente et marketing, dont le but est de soutenir nos partenaires et de développer la marque sur le marché français. On a également, bien entendu, un service client qui est là pour garantir la meilleure expérience possible aux utilisateurs de nos produits. Et enfin, on a des équipes support et logistique qui sont là, bien sûr, pour assurer des opérations fluides et efficaces. Alors, nous recrutons principalement des profils commerciaux, bien entendu aussi des spécialistes en marketing digital et des experts en service client. Tous doivent avoir en commun d'être passionnés de gastronomie et doivent avoir aussi une expérience en extérieur. Chez nous, l'esprit d'équipe, la convivialité, la passion du produit sont des qualités que nous valorisons très très particulièrement. En termes d'inclusion des personnes en situation de handicap, quelles sont les actions concrètes que vous avez pu mettre en place pour favoriser la diversité et l'égalité des chances? Alors c'est vrai que chez Weber, nous croyons que la diversité est une force. Nous avons mis en place plusieurs initiatives pour promouvoir l'égalité des chances et un environnement de travail inclusif. Et ça passe notamment par une politique RH qui est axée sur la transparence, l'équité salariale et la diversité des équipes. On a d'ailleurs en France une équipe qui est essentiellement féminine d'ailleurs. C'est très étrange, mais oui, c'est le cas. On a des formations, on prodigue aussi des formations internes sur la sensibilisation à la diversité et aux biais inconscients. On est tous humains et on a tous aussi nos tendances et nos biais, donc c'est très important de les sensibiliser sur la perception ces biais. Et enfin, on porte une attention particulière à l'équilibre entre travail et vie personnelle. On a d'ailleurs un modèle de travail hybride à l'échelle d'ailleurs internationale dans tous les bureaux Weber dispersés dans le monde. On a une politique de travail qui est hybride avec un certain nombre de jours au bureau et d'autres jours à la maison. Et on estime que ça permet de garantir le bien-être de manière durable pour nos collaborateurs. Et bien entendu, pour les personnes qui sont en situation de handicap, là, on leur prodigue des aménagements spécifiques pour pouvoir les accueillir et qu'ils puissent effectuer leur travail de la manière la moins impactante possible. Comment vous accompagnez en termes d'aménagement de poste ces salariés en situation de handicap? Quel type d'aménagement vous avez eu l'occasion, par exemple, de mettre en place? Alors, typiquement, pour ce type d'employés, le genre d'aménagement que nous mettons en place, enfin que nous sommes disposés à mettre en place, c'est déjà adapter leur poste de travail
et tous leurs outils de travail. D'ailleurs, nous avons eu un cas récemment avec vous. Oui. Nous acceptons également d'adapter leurs horaires à leurs besoins spécifiques, si cela est nécessaire. On leur prodigue également un soutien personnalisé via nos équipes RH, donc moi-même, et leurs managers, qui sont souvent bien au courant de leur situation et vont justement intégrer leurs conditions dans la manière dont ils doivent performer au jour le jour. Et enfin, on met en place des partenariats avec des organisations spécialisées qui permettent justement leur intégration et leur rétention. Voilà, la culture chez nous, chez Weber, la culture d'entreprise, elle est centrée autour de la bienveillance et de la collaboration. Et l'idée, c'est de permettre à chacun, quelle que soit sa situation personnelle, de trouver sa place au sein de l'entreprise. En termes de partenaires ou des candidats européens, est-ce que vous avez eu l'occasion d'avoir des projets en fait avec cette partie européenne? Alors, comme je viens de vous l'expliquer, Weber est une entreprise internationale avec une forte présence en Europe. Ça fait partie de notre culture de travail de travailler à l'échelle européenne. On a des partenaires en effet européens à tous les niveaux, donc soit en marketing, en RH, en comptabilité, en finance. Et donc nous faisons partie d'une organisation qui est européenne et qui est très bien structurée avec des échanges constants entre nos filiales sur des sujets tels que les ventes, le marketing, les stratégies RH, la formation. Et ces collaborations, elles offrent des opportunités qui sont précieuses parce qu'elles nous permettent de partager nos pratiques, mais également d'assurer une cohérence au sein du groupe, et puis également d'adapter nos stratégies aux spécificités locales. Donc, alors, dans mon rôle en RH, je soutiens donc 5 pays européens plus particulièrement. Et donc, dans mon quotidien, je travaille avec mes collègues RH à l'échelle IMIA en particulier. Et nous collaborons pour échanger des connaissances, harmoniser nos processus et aussi garantir la cohérence de nos pratiques à l'échelle de la région européenne. Alors vous avez du coup, dans ce cadre-là, eu l'occasion de travailler avec le réseau EURES ou vous l'aviez pas sollicité? D'un point de vue très théorique, le réseau EURES est une excellente opportunité à la fois pour les entreprises et pour les candidats. Moi, je suis d'avis que pour les employeurs, il permet de trouver des talents qualifiés à travers l'Europe, tout en favorisant la mobilité et l'échange des compétences. Pour les candidats, bien sûr, il constitue une porte ouverte vers de nouvelles expériences professionnelles et culturelles au sein d'entreprises aussi dynamiques que la nôtre. Mais alors, pour parler spécifiquement de Weber, bien que le recrutement fasse partie de la fonction RH elle-même, moi, je ne la supervise pas directement. Et je ne suis pas certaine que nous exploitons pleinement ce réseau pour nos besoins en recrutement. Cela dit, moi, je reconnais son potentiel pour renforcer la coopération entre les marchés du travail européen, ce qui est, à mon avis, de plus en plus essentiel dans l'économie mondialisée d'aujourd'hui. Super, ça nous laisse une marge de progression. Exactement. En gros, ça veut dire que moi, je ne drive pas le recrutement et donc je ne suis pas à même pour l'instant en tout cas de proposer qu'on intègre l'exploitation du réseau EURES dans nos pratiques. Par contre, je ne pense pas, mais je mets quand même une petite réserve là-dessus, je ne pense pas qu'au jour d'aujourd'hui, l'équipe dédiée en talent acquisition l'exploite en fait. Si un jour ça venait dans mon giron, oui, je regarderai de plus près en tout cas. D'accord, voilà. C'est bien noté. Pour conclure, quel message aimeriez-vous adresser aux partenaires et aux candidats européens qui vont nous écouter aujourd'hui? Alors c'est un peu comme ce que je vous disais en entrée de jeu. Nous, chez Weber, on partage plus qu'un savoir-faire. On partage une passion pour le goût, pour la convivialité et aussi pour l'innovation. On croit au pouvoir de la collaboration, de la diversité, de la curiosité. Donc, à tous les candidats européens, osez postuler, embrassez la mobilité et venez partager votre énergie avec nous. Et à nos partenaires, continuons à bâtir ensemble un environnement professionnel où chacun peut s'épanouir et se développer. Voilà, ça c'est mon message pour les candidats et les partenaires. C'est un super message, merci Dalia.
Merci à vous. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Michael Batrancourt, directeur RH chez Safran, Madame Ponty-Laura, chef de projet services généraux et référente handicap, et Madame Massé, Virginie, en charge de la culture RSE et de la diversité. Tout d'abord, je tenais à vous remercier d'avoir accepté de participer à ce podcast. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement votre structure, dans quel secteur vous intervenez, quelle est votre taille et où vous êtes implanté? Alors, bonjour, donc oui, nous sommes donc une business unit de Safran, donc la GBU Actuation. La GBU a 2 établissements en France, un à Saint-Marcel et un à Saint-Ouen-l'Aumône. On est 1020 salariés donc sur ces 2 établissements. Et donc le business, on est les leaders mondiaux de l'actionnement. Donc, qu'est-ce qu'un actionnement? C'est un vérin hydraulique qui permet d'activer une pièce de l'avion ou de l'hélicoptère. Alors, pour faire simple, pour essayer de donner imagé, quand vous atterrissez, vous voyez des petits volets qui s'ouvrent sur les ailes. Pour faire ouvrir ces volets-là, il faut un vérin hydraulique, et c'est ce qu'on fabrique pour nos clients, principalement Airbus Hélicoptère. Très bien, je vous remercie. Quels sont les métiers principaux au sein de votre structure et quel type de profil vous recrutez le plus souvent? Alors, le plus gros de l'activité, c'est de la production. Donc, les métiers pour lesquels on recrute le plus souvent, ça va être des métiers de production donc type monteur, des essayeurs. Sur le site de Saint-Marcel, on va être aussi sur des métiers de l'usinage. Mais pour pouvoir fabriquer et produire, on a aussi besoin de développer. Donc, on a aussi une plateforme ingénieur. Donc, on recrute aussi des profils ingénieurs sur toutes les pratique engineering, et puis aussi quelques fonctions support pour pouvoir accompagner le développement et la production. Très bien, je vous remercie pour ces réponses. Alors, la prochaine question est quelles sont les actions concrètes que vous avez mis en place pour favoriser la diversité et l'égalité des chances? Alors bonjour, donc ce que Michael Batrancourt vous a pas dit, c'est que le recrutement il est fait de façon innovante. C'est ça qui va faire la diversité chez nous. C'est le recrutement est fait de façon innovante par le service RH. On va regarder quel est le potentiel, le talent naturel de la personne, et c'est comme ça qu'on va avoir de la diversité, comme des personnes en situation de handicap ou tout type de diversité. Ça, c'est une action concrète. On va utiliser aussi des canaux de recrutement pour favoriser la diversité de handicap avec Cap Emploi et en vol aussi. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, sur nos sites, on a 6,8% de personnes avec une RQTH. Et ce nombre, il augmente de plus en plus grâce à de la collaboration avec tout un écosystème interne-externe. Voilà. Et en termes d'inclusion, on va faire beaucoup de choses, puisque la vision de l'entreprise, elle est de permettre à chacun de réussir et d'avoir sa place tout en agissant sur les communautés. Et pour ça, par exemple, on va faire des sensibilisations. Donc on les organise tous ensemble avec tout l'écosystème. Et cette année, on a formé 600 personnes, par exemple, de nos collaborateurs, de nos collaboratrices, à une meilleure inclusion sur le handicap. On s'est posé la question comment mieux inclure nos collègues, comment nos managers peuvent mieux inclure les personnes, par exemple. Et on va mener d'autres actions concrètes. Je vais peut-être m'arrêter là. Mais il y a une grande action concrète dont on est fier. C'est de permettre à nos collaborateurs, collaboratrices de s'engager sur des causes. Et on a un comité engagement emploi et handicap. Et on a Laura qui est leader de ce comité, donc je vais lui donner la parole pour continuer sur des actions concrètes. Ok, super, merci. Comment vous accompagnez les salariés en situation de handicap ou ceux qui ont des besoins particuliers sur leur poste? Donc bonjour, nous avons donc un comité engagement emploi et handicap au sein donc de l'entreprise, que ce soit donc à Saint-Marcel avec mon co-leader donc Sébastien Prévost et à Saint-Ouen. Donc nous sommes une dizaine de personnes volontaires pour ce comité, pour l'animer et au quotidien le partager avec les salariés. Donc ce comité regroupe vraiment une diversité déjà dans les métiers. Nous avons à la fois des personnes qui sont de la production, des ingénieurs et aussi des fonctions support. Donc ça c'est vraiment très riche puisque ça permet aussi
d'être confronté à plusieurs cas et de types de handicap possibles au sein de notre structure. Et concrètement, donc nous avons plusieurs plans d'action en place. Tout d'abord, la partie vraiment aménagement physique de nos sites, c'est-à-dire que nous entreprenons des travaux pour rendre accessibles nos sites. Également, une partie sensibilisation des salariés. Donc pour cela, nous travaillons donc avec Cap Emploi 95 et Cap Emploi 27 qui, lors de, par exemple, de comités, on appelle ça de points café, permet d'échanger avec nos collaborateurs sur qu'est-ce que la RQTH, comment obtenir une RQTH et aussi les aider dans leur démarche avec tout notre écosystème. Et nous faisons aussi des actions concrètes sur le terrain. Par exemple, nous faisons des sensibilisations sur un exemple sur la dyslexie et nous avons fait venir un partenaire qui s'appelle Lily for Life avec une lampe révolutionnaire. Nous organisons aussi le FestiRun, donc c'est une course inter-entreprise qui permet donc de récolter des fonds pour APF France Handicap. Et aussi, nous maintenons nos salariés dans l'emploi, c'est-à-dire que nous travaillons sur des aménagements de poste, que ce soit des aménagements physiques, par exemple de mettre en place une chaise ergonomique, un bureau également ergonomique, ou bien faire des essais encadrés en production avec la médecine du travail, Cap Emploi, nos ressources humaines, pour justement maintenir nos collaborateurs dans l'emploi et avoir une condition de travail qui est plus favorable en prenant en compte leur handicap. Et ça, c'est un point vraiment très important. Ça permet aux collaborateurs de se sentir mieux à son poste, qui est adapté, et tout en le maintenant dans l'emploi. Donc voilà, on a vraiment beaucoup d'actions à mener et le but, c'est que tout le monde soit égaux, que tout le monde se sente bien au sein de l'entreprise. Et nous partageons donc des moments ensemble où les collaborateurs viennent nous voir pour nous demander des conseils. Et ça, c'est aussi notre but au sein du comité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous recrutez à l'international? Et si oui, est-ce que vous avez déjà mobilisé un dispositif tel que EURES? En termes de recrutement, on va dire que les personnes qu'on recrute ne sont pas forcément tous de l'international. Et pour être complètement honnête, ce modèle-là, je ne le connais pas. Mais plutôt intéressé à le découvrir. Mais c'est vrai que la plupart de nos candidats viennent de France, mais très peu de l'étranger, très peu de l'international, même si on a quelques cas, j'ai en tête une personne qui vient du Brésil pour l'engineering. Donc ça arrive, mais désolé, je ne connais pas ce modèle-là, donc prêt à écouter et à voir ce que ça peut être et comment ça peut nous aider. Très bien. Dans tous les cas, ça peut nous ouvrir de très belles perspectives d'évolution à notre partenariat. Je vous remercie pour le temps que vous nous avez accordé. Merci pour vos réponses et merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. Merci à vous. Merci. On se retrouve aujourd'hui avec donc Monsieur Montfort, qui est donc responsable RH au sein de l'entreprise Cèdre. Donc tout d'abord, merci Tony d'être avec nous aujourd'hui et d'avoir accepté de répondre à nos questions. Dans un premier temps, je vais vous laisser vous présenter, nous présenter un peu l'entreprise pour laquelle vous travaillez et ensuite on passera directement aux questions. Parfait. Bonjour à tous. Réel plaisir de partager ce petit moment avec vous, avec Cap Emploi. Donc Tony Montfort, responsable RH chez Cèdre. Donc Cèdre qui est une entreprise adaptée depuis 20 ans cette année justement. Oh, très bien, bon anniversaire. C'est ça. Génial. Et vous êtes dans quel secteur exactement? Alors nous, en fait, notre cœur de métier, ça va être le recyclage. Nous, on intervient auprès d'entreprises, publiques ou privées, et du coup, on va venir récupérer au total 25 types de déchets différents. Et donc, on est implanté sur plusieurs départements en Île-de-France, le 95, 92, 94, 78. D'accord, très bien, parfait. Merci pour cette présentation. Alors, petite précision, quels sont les métiers principaux au sein de votre structure et quel type de profil vous recrutez le plus souvent? Alors, il va y avoir deux branches distinctes. En fait, sur Argenteuil, donc c'est notre plus gros site où là, on accueille également le siège social. Donc, il va y avoir une trentaine de personnes qui sont dédiées aux fonctions support qui sont importantes pour le développement de l'activité. Donc, ça va être la partie RH, commercial, marketing, etc. Et ensuite, le deuxième cœur qui est très important chez nous, ça va être la partie industrielle, exploitation,
où là, ça va plutôt être agent de tri, chauffeur VL, donc VL véhicule léger, PL poids lourd, et éventuellement cariste aussi. D'accord. Donc c'est principalement d'ailleurs sur ces métiers vraiment industrie, terrain qu'on va recruter. Et après, sur les profils qu'on recherche, ça va être des profils polyvalents ou évolutifs. Ce qu'on aime bien, c'est que voilà, par exemple, un agent de tri, demain, il peut se projeter sur un projet professionnel de devenir chauffeur ou de devenir cariste, et nous, on l'accompagne dans ce projet professionnel. Ok, très bien, parfait. Alors, vous êtes une entreprise très engagée sur les questions d'inclusion, puisque vous êtes une entreprise adaptée. Quelles actions concrètes avez-vous mises en place pour favoriser la diversité et l'égalité des chances? Alors, nous, déjà, ça démarre dès le recrutement, j'ai envie de dire, où c'est vrai que tous les postes, ils sont ouverts aux personnes en situation de handicap. Donc, on travaille notamment avec Cap Emploi, justement, pour justement proposer toutes sortes de postes. Et ensuite, on va travailler toujours avec le Cap Emploi sur la partie maintien dans l'emploi, où du coup, si on a besoin de travailler sur des aménagements de postes ou autres, on sensibilise également les équipes avant l'arrivée du nouveau collaborateur, s'il y a besoin de telle ou telle information. Et ensuite, tout au long du parcours d'intégration de la personne, on a des suivis pour s'assurer que tout se passe bien. Est-ce qu'il y a un aménagement qu'on n'a peut-être pas prévu au démarrage, mais qui se nécessite plus tard sur le poste. Et ensuite, on sensibilise beaucoup aussi les équipes sur le handicap. D'accord. Et plus spécifiquement, comment vous accompagnez les salariés en situation de handicap ou ceux qui ont des besoins particuliers? Quelles sont les actions concrètes qu'on met, mis à part le suivi dont vous nous avez parlé précédemment? Quelles sont les actions concrètes que vous mettez en place? Alors là, ça va être vraiment un accompagnement un peu au quotidien, j'ai envie de dire, où déjà avec le manager, où en fait, le salarié, quand il arrive chez Cèdre, il a un parcours d'intégration sur 3 mois. Peu importe son contrat, où en fait, il a plusieurs points réguliers avec le manager, avec peut-être son N+2, et avec le service RH. Donc comme ça, on suit son parcours, on voit là où il y a des difficultés, des axes d'amélioration, des progrès aussi, vu qu'il faut aussi mettre en avant le positif et la montée en compétences. Et ensuite, on va également, quand le salarié il expose une situation difficile ou autre, nous, on essaie d'intervenir justement pour un peu arrondir les angles. Ok. Avez-vous déjà eu l'occasion de travailler avec des partenaires ou des candidats européens dans vos projets? Et si oui, pouvez-vous nous en dire un mot? Oui. Alors en fait, on avait eu en fait une collaboratrice qui était espagnole, où du coup ça se passait super bien. Donc elle était dans le service commercial et du coup on l'a recrutée. Un peu, c'était vraiment un feeling où on s'était vu à un forum talent handicap et donc c'était par visio. Ça avait très très bien matché. Par contre, c'est vrai que ça avait été difficile l'intégration parce que la barrière de la langue, le fait que les lois soient aussi différentes ou autres. Donc on a eu quelques petites difficultés sur l'accompagnement et l'intégration. D'accord, très bien. Et donc à ce moment-là, est-ce que vous aviez connaissance des dispositifs qui étaient mis en place justement pour vous accompagner dans l'intégration de cette collaboratrice? Alors justement non. Là en fait, moi j'ai découvert un peu ce que proposait justement Heure. Ouais, EURES, pardon, autant pour moi. EURES. Et justement, je trouve ça super parce qu'en fait, il y a un vrai assistanat, ne serait-ce que sur l'information ou l'accompagnement. Et justement, nous, en fait, on aurait adoré avoir ce type d'accompagnement. Et c'est vrai que peut-être, que ça manque, enfin, on n'a pas eu l'info, en tout cas, jusqu'à nous. On n'a pas assez suffisamment cherché, je pense. Mais ce que propose le service, je trouve ça génial parce que justement, ça permet vraiment d'intégrer des personnes qui sont aussi européennes, mais qui il y a une vraie on se projette au-delà de la frontière de la France et moi je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc c'est une belle initiative, je trouve. Merci, je suis du même avis que vous. Pour conclure, quel message aimeriez-vous adresser aux partenaires et candidats européens qui nous écoutent aujourd'hui? Alors, c'est le même principe que sur le handicap. Chez Cèdre, nous, en fait, il n'y a pas de barrière. Bien au contraire, nous, on voit pas de frein, on voit que des avantages, des opportunités. Donc, j'ai envie de dire, venez tenter l'aventure chez Cèdre. On sera ravis de vous accueillir. Voilà. Très bien, c'est parfait. Je vous remercie pour ce moment. Je vous remercie pour vos réponses, pour votre temps et pour la qualité de nos échanges. Merci à vous. Bientôt. À bientôt. Merci.